Bien, et nous avons donc maintenant le plaisir d'accueillir Emma Aziza. Emma Aziza est docteure de l'École des Mines. Elle est hydrologue, spécialiste des inondations et des sécheresses. Donc on va à nouveau continuer à parler de l'eau, mais peut-être moins sous l'angle microbiologique et plus sur des aspects physiques que vous maîtrisez particulièrement. Emma Aziza est également présidente d'un groupe qui s'appelle Mayan, présidente fondatrice, qui est un centre de recherche d'adaptation au changement climatique. Donc, Emma, vous avez 25 minutes et puis on garde 5 minutes de questions. Bonjour à tous. Dans cet exercice de projection d'une ville du futur, effectivement, il semble essentiel d'essayer déjà de comprendre quelles sont les prémices de cette transformation massive qui est à l'œuvre actuellement. Et pour cela, on peut prendre l'exemple de la France, mais aussi l'exemple au niveau mondial, puisque on voit très bien une bascule extrêmement rapide, et peut-être bien plus rapide que ce que l'on imaginait, notamment en France. France qui est aujourd'hui le pays qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde, 20% plus vite que le reste du monde, et nécessairement un des impacts directs et qui va être en corrélation, est le cycle de l'eau. Ce cycle de l'eau qui s'accélère. Et à l'image de ce que vous expliquiez tout à l'heure, dans ce principe où parfois on a encore des méthodologies archaïques, on se rend compte à quel point le cycle de l'eau n'a parfois pas dépassé une certaine conception globale, alors qu'il va falloir essayer de jouer avec ce cycle de l'eau et non pas contre ce cycle de l'eau. Donc j'ai essayé de réfléchir et de projeter ce que pouvait être cette ville du futur qui intègre le cycle de l'eau, qui le respecte tant en termes de qualité que de quantité. Et donc pour cela, d'abord comprendre qu'effectivement sur 100% de pluie qui tombe, le 2/3 repart immédiatement dans l'atmosphère et va permettre des boucles de rétroaction qui généreront des pluies bien plus loin. Et donc, comprendre cela, c'est aussi comprendre qu'il y a une part qui va au ruissellement entre 26 et 32% dans un cadre idéal de laboratoire et seulement 9% qui s'infiltre dans une nappe. Et bien entendu, dans un cadre, là encore, où on a un sol qui est assez perméable, qui n'a pas été tassé par des engins agricoles trop importants, qui n'a pas été urbanisé ou anthropisé. Et donc, comprendre qu'à un moment donné, cette fragilité du milieu souterrain, cette fragilité des nappes que l'on a sans doute oubliée dans une forme de tragédie du bien commun, puisque ces milieux d'eau souterraine appartiennent à tous et n'appartiennent à personne en réalité, et elles appartiennent surtout à celui qui va avoir la pompe la plus puissante pour aller extraire cette eau. Nous allons peut-être devoir imaginer cette ville de demain qui permettra d'intégrer la moindre goutte d'eau et de la récupérer là où elle est le plus efficace pour pouvoir être utile pour l'homme, c'est-à-dire d'optimiser déjà la quantité de pluie que l'on va récupérer. Donc peut-être que la ville de demain sera une ville qui intégrera des toits, qui intégrera des matériaux, qui intégrera des tuiles. On voit déjà d'ailleurs des start-up naître actuellement qui proposent des tuiles avec de la récupération d'eau. Mais cette récupération d'eau, aujourd'hui, est encore considérée comme non potable, tout simplement parce que cet effet de ruissellement, que ce soit à l'échelle du toit, mais ensuite, dès lors qu'elle elle touche le sol, la quantité de polluants qu'elle va rencontrer sur son chemin ou de molécules font que c'est une eau qui n'est pas utilisable directement pour une solution de potabilisation. Par contre, il existe de nombreuses autres utilisations possibles. Quand on pense que seulement 1% de l'eau que l'on consomme est dédiée à la boisson, on se rend compte qu'il y a une myriade d'autres possibilités pour lesquelles nous pourrions optimiser l'intégration de cette eau. Et puis, peut-être un jeu intelligent à intégrer dans cette question de l'eau et de la nature, puisqu'on a beaucoup entendu depuis
depuis ces dernières années, le principe derrière climatique est un focus particulièrement marqué sur le climat. Je le vois particulièrement dans le monde des entreprises où on a d'abord travaillé son empreinte carbone, on a ensuite travaillé très fortement son empreinte biodiversité. Les méthodes commencent à émerger, tout le monde commence à se poser des questions sur cette biodiversité qui s'effondre et on commence à peine à émerger sur la question de l'eau. Ce qui est intéressant avec l'eau, c'est que si vous avez des quantités d'eau et si cette eau est respectée dans le milieu, eh bien nécessairement cela va servir la biodiversité. L'eau étant le premier utilisateur la nature étant le premier utilisateur de l'eau. Et puis bien entendu, on oublie trop souvent à quel point le cycle du carbone est directement interrelié en permanence au cycle de l'eau. Et donc, nos océans ne sont pas des puits de carbone pour rien, tout simplement parce que ces molécules d'eau vont avoir un impact. Et ce principe même de captation du carbone qui nécessite de l'eau, eh bien, est parfois oublié dans des logiques lorsqu'elles sont appliquées avec un seul métrique. Et donc, sans doute que la vision demain qu'auront à avoir ces entreprises et ces grands groupes, ces industriels qui essayent de développer leur économie, sera d'intégrer une vision systémique des impacts qu'ils génèrent sur l'ensemble de ces cycles. Ça m'a fait plaisir de voir tout à l'heure le cycle du soufre. C'est quelque chose que l'on ne voit tellement jamais. Et en fin de compte, l'ensemble de ces cycles sont absolument tous interreliés et nécessaires à intégrer. Donc, bien entendu, cette ville du futur optimisera la moindre goutte de pluie et l'utilisera localement. C'est sans doute une des meilleures solutions et parfois, quand on imagine la ville du futur, il faut parfois retourner dans le passé. Et donc, lorsque l'on regarde les anciens bâtis qui ont pu être construits, notamment en France, vous aviez toujours des cuves enterrées qui permettaient de la récupération d'eau, quelque chose qui a été aujourd'hui oublié et qui parfois même fait peur, cette autonomisation face à l'eau. Moi, j'ai pu voir parfois certains élus locaux me dire mais finalement, cette eau que tout le monde se met à récupérer par des récupérateurs d'eau, ils ne la payent pas. Et c'est vrai qu'il y a une vraie question d'acceptation, à un moment donné, de sortir aussi d'un modèle existant qui fait ses preuves et qui répond à certains besoins. Mais l'autonomisation, et notamment l'autonomisation alimentaire, va devenir essentielle dans le monde du futur. D'autant plus que, pourquoi alimentaire ? Parce que bien entendu, dans cette eau que l'on consomme tous les jours, c'est principalement de l'eau cachée derrière notre alimentation. Une kilocalorie demande au moins 1 litre d'eau, et quand cette kilocalorie est carnée, il en faut souvent 4 fois plus. Donc, en réalité, quand on travaille en hydrologie, on apprend dans les fondements des bases que l'on aura bien plus souvent dans un monde futur des affamés que des assoiffés, parce qu'on ne manquera sans doute pas d'eau de boisson, mais on manquera d'eau pour pouvoir nourrir les populations. Et donc, cette question de la ville du futur devra aussi intégrer son autonomie et sa résilience sur le plan de la manière dont elle construit son modèle alimentaire. Un modèle aujourd'hui, si l'on prend l'exemple de la France, qui est principalement uniquement dépendant des importations extérieures. Nous avons tous un peu ce sentiment magique, en allant faire nos courses, de pouvoir, entre les 25 et 35 000 produits proposés dans un supermarché, que nous avons finalement à profusion de cette nourriture, et nous oublions bien souvent cette part d'eau cachée. 90% de l'eau que nous consommons dans notre quotidien est de l'eau cachée. Et donc, bien entendu, cette eau, nous avons décidé conjointement de le permettre de la prélever ailleurs. Et donc, cette question ne se pose pas tant lorsqu'il y a encore de l'eau un peu partout. J'en veux pour preuve un début de sécheresse très marqué qui avait touché la Chine à la fin des années 80 et pour laquelle il avait été pris une décision d'aller acheter massivement sur le marché mondial des céréales pour permettre d'éviter toute famine à leur population. Et la population ne s'est effectivement rendu compte de rien. C'était quelque chose de possible dans les années 80, c'est quelque chose d'un peu moins possible dans les années 2023-2025, tout simplement parce que même les géants de l'eau, comme par exemple le Brésil,
Brésil ou le Canada connaissent des sécheresses absolument records qui n'avaient jamais été enregistrées jusque-là. Le Brésil, en 2021, a vu quasiment tous ses barrages hydroélectriques vides, alors que sa consommation électrique est dépendante à 71% de ces barrages. Et donc, on se rend bien compte à quel point, derrière la question de l'eau, se posera aussi une question énergétique, puisque la plupart des formes énergétiques existantes aujourd'hui nécessitent de l'eau. Cette eau, qui est une surdouée, qui réchauffe, qui refroidit, qui est le plus grand des solvants, eh bien, est utile dans tous les process. Et on parle bien souvent du fossile. On oublie d'expliquer à quel point, lorsque vous allez prélever du pétrole, eh bien, vous êtes obligé de prélever les mêmes quantités d'eau dans justement des milieux protégés, puisque vous avez besoin d'eau pure à injecter pour extraire le pétrole. Il en va de même pour le charbon, puisque pour pouvoir extraire dans les mines de charbon, vous avez besoin de cuvelage avec des quantités d'eau très importantes. Donc la question énergétique sera aussi une question reliée à l'eau du futur et à cette optimisation de la gestion de l'eau. Et je vois bien souvent parfois des baguettes magiques apparaître dans la question de l'hydrogène. Eh bien, l'hydrogène, suivant ses formes et suivant ses couleurs, si l'hydrogène est bleu, turquoise, vert, jaune, il existe de nombreuses formes d'hydrogène, mais en tous les cas, on voit très bien à quel point, dans les méthodes actuelles, on utilise soit du CO2, soit du méthane, et dans les meilleures méthodes les plus optimales, eh bien, on utilise de l'eau. Et cette eau, eh bien, il va peut-être falloir la considérer un peu différemment dans cette logique futuriste. Donc, la ville de demain sera une ville qui non seulement optimisera la moindre goutte d'eau qui tombe sur le sol, mais permettra à cette goutte d'eau d'être utile pour des usages, mais également d'être utile pour les sols et lui permettre une infiltration. On voit très bien à quel point il y a un enjeu majeur dans nos villes qui ne laisse plus sa part au cycle de l'eau. On a besoin aujourd'hui de permettre à cette eau de s'infiltrer dans les sols. Il existe pourtant des solutions et peut-être que dans cette ville du futur, nous aurons du béton poreux. Il existe d'ailleurs sous différentes formes, puisque de nombreuses technologies ont déjà été développées pour développer des trottoirs poreux, des bétons poreux et des routes, mais également nos entrées de parking eh bien, pourraient simplement être des formes grillagées qui laisseraient s'infiltrer cette eau. Et donc, ce que l'on appelle bien souvent dans ce concept de ville éponge, une ville qui est capable d'accepter cette eau, ça devient quelque chose d'essentiel dans un moment où non seulement nous avons du mal à remplir nos aquifères parce que des périodes de temps très longs sans précipitation et puis un accroissement massif des périodes avec une augmentation des précipitations, puisque nécessairement la relation de Clausius-Capéron qui permet d'établir le lien direct entre la température atmosphérique et la quantité d'eau qui peut être retenue dans l'atmosphère et de fait la quantité de précipitation qui va être générée, met en évidence le fait que à chaque degré que l'on gagne, eh bien, on va avoir 7% de précipitation supplémentaire dans l'atmosphère. Eh bien, ça signifie que, et d'ailleurs c'est quelque chose que l'on voit déjà si on regarde un certain nombre de métriques en France, sur ces 5 dernières années, 50% des gens qui ont été sinistrés lors d'inondations en France l'ont été en dehors de zones inondables. Ça doit nécessairement nous poser des questions. Ça me fait parfois un peu penser à la question du génome humain lorsqu'on a cherché justement à décoder l'ADN et puis qu'on s'est rendu compte à la fin du jeu des histones, de l'épigénétique et d'autres questions beaucoup plus complexes. Et bien là, c'est un petit peu ce sentiment finalement que l'on a aujourd'hui où en réalité, eh bien, on voit très bien que l'on a cartographié tout le risque inondation depuis 20 ans en France, parce que nous avons d'ailleurs un héritage français qui a démarré avec Nîmes en 1988, Vaison-la-Romaine en 1992 et qui ont permis des politiques très puissantes, très actives en France. Et je le vois à chaque fois quand je voyage à travers le monde à quel point de nombreux pays sont encore très en retard par rapport à la cartographie tout simplement de ces risques et l'évaluation et la modélisation. Et pourtant, eh bien, on se rend compte à quel point le risque change et le moindre axe d'écoulement préférentiel devient
devient nécessairement cet axe d'écoulement qui se transforme en zone inondable. Donc il faudra que nos bâtiments du futur puissent être totalement résilients, c'est-à-dire qu'ils laissent passer l'eau devant eux, mais qu'ils aient des systèmes, notamment ce que l'on appelle des bâtards d'eau. Vous savez, ce sont des sortes de portants que l'on met devant les portes ou devant les fenêtres qui permettent d'éviter à l'eau de pénétrer dans le bâtiment. Aujourd'hui, on sait vivre avec le risque, on sait faire en sorte que l'eau ne pénètre pas. Il faudra sans doute développer de nouvelles innovations. Elles sont encore trop timides aujourd'hui. On a quelques personnes qui ont gagné des concours Lepine, qui mettent en évidence certaines solutions, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Et quand je vais au Québec, je me rends compte qu'ils ne connaissent même pas ces solutions-là, qu'ils en sont encore à compter et à modéliser en sciences, dans des laboratoires de recherche, le nombre de sacs de sable qu'il faudrait mettre pour certaines hauteurs d'eau, alors qu'on a des technologies déjà innovantes qui permettent d'éviter à l'eau de pénétrer dans les bâtiments dans le cadre d'une inondation. Comprendre aussi comment se déroule une inondation, et c'est aussi construire la maison future résiliente, parce que ce sera une maison qui évitera les refoulements, puisque un des problèmes dans le cadre d'une inondation, c'est bien souvent que l'eau remonte à travers l'ensemble des réseaux, des toilettes et des salles de bain, et d'ailleurs avec des impacts sur le plan de la santé mentale, puisque on a de plus en plus d'études qui commencent à voir le jour et qui mettent en évidence l'augmentation de médicamentation des personnes qui ont été sinistrées suite à une inondation dans les 6 mois qui suivent, l'augmentation notamment du nombre de fausses couches ou d'avortements spontanés. Donc on voit à quel point il y a un lien qui est évident, et donc cette question de la maison du futur qui pourrait être un cocon qui préserve du milieu extérieur, qui préserve de ces extrêmes climatiques, autant derrière de ce trop d'eau, donc qui permettra par des méthodes de clapet anti-retour peut-être automatisées, ou encore de solutions de bâtards d'eau qui pourront être générées par IA à partir du moment où nous aurons la pluviométrie et que nous aurons quantifié la lame d'eau et là où elle va pouvoir s'écouler. Cela permettra des systèmes d'alerte intelligents qui pourront justement protéger l'intégralité de la maison jusqu'à une certaine hauteur d'eau. Déjà aujourd'hui, nous sommes capables d'évaluer la hauteur d'eau exacte potentielle à l'échelle de chaque bâtiment en France d'une inondation. On travaille dessus. Moi, je travaille avec des dizaines de milliers de personnes, de familles, de populations ou de tissus économiques que l'on essaye de rendre résilients déjà aujourd'hui avec les moyens que l'on a. Demain, nous aurons sans doute des moyens optimaux pour pouvoir réussir justement cet écart entre le fait d'avoir des périodes avec une absence de pluviométrie extrêmement marquée, comme l'année 2017 qui a connu 10 mois consécutifs sans précipitation et qui a basculé à l'époque, en une inondation record, une inondation notable sur le bassin de la Seine en janvier 2018, et donc qui montre qu'on alterne toujours entre ces extrêmes. Si on prend un cas plus récemment, nous voyons à quel point la France a connu une sécheresse très marquée et qui s'est arrêtée mi-octobre et qui a basculé sur une série de tempêtes et de pluviométrie, là encore, extrêmement importante. Donc cette alternance entre ces extrêmes devra être gérée dans cette ville du futur, à l'échelle du bâtiment, à l'échelle du quartier. Lorsque l'on voit ce qu'est capable aujourd'hui l'IA, sans doute ces IA permettront de surveiller, d'optimiser et de mieux distribuer l'eau à l'intérieur des bâtiments, d'éviter bien sûr les fuites et les gaspillages. On voit de plus en plus d'innovations arriver avec de simples bandelettes directement connectées qui permettent immédiatement d'évaluer une fuite et de pouvoir donner des indications. Ce sera sans doute ce monde-là dont on aura besoin demain. Et puis enfin, quelque chose qui semble essentiel, c'est le fait que et à l'image peut-être de la France qui le vit, les pays riches en eau sont des pays qui sont soumis à des vents dominants, souvent arrivant d'origine océanique. Nous avons une bordure littorale qui nous permettait un afflux justement d'humidité, et cette humidité permettait cet effet de continentalité et ensuite de laisser ce cycle de l'eau pénétrer dans les terres. On voit très bien depuis ces dernières années à quel point lorsque nous avons des situations dépressionnaires, nous apportons de l'eau,
mais lorsque nous avons des situations anticycloniques, eh bien, nous nous mettons à perdre notre eau. Et c'est quelque chose qui est arrivé en Namibie il y a des millénaires. Donc la Namibie s'est transformée en désert. De nombreux territoires ont été modifiés uniquement parce que ce sont les sens des vents qui se sont modifiés. Et c'est quelque chose que l'on n'a aujourd'hui absolument pas comme métrique. Et pourtant, dans un contexte de changement climatique où nous sommes absolument dans un monde inconnu, il y a encore une semaine, quelques jours, nous avons dépassé durant 3 jours la température, l'anomalie thermique de 2 degrés de température moyenne. Donc nous voyons très bien que nous avons de l'ordre du connu, des graphiques. Nous avons l'année 2022 et puis nous avons l'année 2023. Quelque chose qui nous raconte une nouvelle histoire du monde. Donc il va falloir, sans doute dans cette ville du futur, nous aussi modifier nos conceptions, nos manières de fonctionner, avoir des cerveaux peut-être plus disruptifs qui permettent d'aller immédiatement favoriser les innovations plutôt que de chercher à maîtriser et à conserver des systèmes qui semblent immuables parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter. Donc nous aurons besoin de permettre d'avoir ces coups d'avance qui nous permettent de voir les périodes où nous perdons notre eau et les périodes où nous la gagnons. Parce que, eh bien, en fonction de la perte de l'eau que l'on va avoir et donc des phases anticycloniques, et d'ailleurs on se rend compte que sur ces dernières années, ce sont surtout les Hauts-de-France qui présentent des anomalies en termes d'augmentation de jours d'ensoleillement bien plus importants que sur la bordure méditerranéenne. Donc on a d'ailleurs, on le voit dans les usages, puisqu'on a une vente de piscines assez impressionnante dans les Hauts-de-France, une vente de pompes également, une vente de récupérateurs d'eau. Mais on voit très bien ces modifications. Donc sans doute la ville du futur permettra de capter l'ensemble des données, que ce soit au niveau satellitaire, radar, ou avec de nouvelles innovations qui arrivent de plus en plus. Je vois maintenant de nouveaux modèles pour capter la pluie en s'appuyant sur un certain nombre d'antennes existantes. Et donc, nous aurons besoin d'avoir ces métriques en temps réel, ces métriques de volume d'eau, de quantité de vapeur d'eau, qui sont capables d'arriver sur un territoire, les volumes potentiels à maximiser, à infiltrer dans les sols, les espèces également végétales et les arbres qui seront le plus à même de pouvoir s'adapter à ces quantités de pluviométrie et à ces températures, et donc évaluer notamment l'évapotranspiration à travers les coulées vertes, les trames vertes, à travers l'ensemble des éléments que l'on va placer sur le plan urbanistique. Donc j'ai envie de dire que cette ville du futur, elle devra s'intégrer à l'échelle individuelle dans nos consommations, peut-être réfléchir sur notre empreinte eau, sur l'eau que nous consommons ici et l'eau que nous consommons ailleurs, réfléchir à l'échelle du bâtiment, qui deviendra sans doute un bâtiment beaucoup plus intelligent, plus résilient face aux problématiques de canicule, de sécheresse des sols. Et j'entendais parler tout à l'heure de la question du béton et du fait que les molécules d'eau intégrées dedans sont une vraie question. Dans des phases de canicule et avec les 46 degrés qu'on a connus dans le Gard, on a vu des endommagements de pans entiers de murs s'effondrer tout simplement parce que le béton ne tenait plus face à une certaine température. Et on imagine toujours que la question de la sécheresse des sols est surtout directement liée au taux d'argile dans les sols et à ce phénomène de retrait-gonflement d'argile. On se rend compte qu'il y a aussi également en dehors de ces zones, une question de matériaux à intégrer. Donc cette intelligence globale à l'échelle du bâtiment sera nécessaire. À l'échelle du quartier, permettre des alertes générées à tous, parce qu'il ne faut pas oublier l'humain dans tout ça. Aujourd'hui, nous essayons avec mes équipes de prendre la main de chaque personne dans les populations pour pouvoir les inscrire sur les systèmes d'alerte, pour qu'ils reçoivent les SMS, pour qu'ils soient informés en temps réel. Mais demain, eh bien, il faudra qu'il y ait une sorte de logique globale qui permettra d'interrelier tous les systèmes et de prévenir autant l'école qu'il faut garder les enfants dans l'école parce que une pluie importante est en train de s'abattre sur un territoire avec une réponse notable au niveau du sol. Et
et l'ensemble des acteurs devront travailler de concert. Donc voilà peut-être quelques idées de la ville de demain, une ville que j'espère peut-être une utopie, mais finalement c'est sans doute ce qu'il nous reste aujourd'hui, et pourquoi ne pas rêver. Et donc nous aurons besoin demain d'imaginer cette résilience multi-échelle, multisectorielle, pluridisciplinaire et surtout avec une analyse systémique. Et donc ça demande peut-être d'abord, comme première transformation, d'agir sur nos modes de pensée et nos fonctionnements. Merci beaucoup.